Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce mardi 5 décembre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a lancé hier les travaux de construction du lycée d'excellence de la ville historique de Grand-Bassam. Ce lycée fluide de la coopération ivoiro-chinoise accueillera près de 1000 élèves. Il sera bâti sur une superficie de 10 hectares. La Côte d'Ivoire accueille depuis hier la plus grande conférence sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017. Ce mardi, deuxième jour des travaux, les premières dames d'Afrique ont tenu une réunion. Elles se sont penchées sur leur rôle dans la pérennisation de la riposte. Le gouvernement vient de signer un accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire avec une délégation américaine du MCC, Millennium Challenge Corporation. L'accord intervient quelques semaines après la signature de dons de 315 milliards de francs CFA du MCC à la Côte d'Ivoire. Près de 168 migrants ivoiriens en provenance de la Libye ont regagné Abidjan hier soir. Ces candidats à l'immigration en Europe via la Méditerranée ont pu regagner leur pays à l'issue d'une opération de rapatriement organisée par l'État ivoirien. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Grand-Bassam aura bientôt son lycée d'excellence. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a procédé hier à la pose de la première pierre des travaux de construction. Ce lycée est le fruit de la coopération ivoiro-chinoise. Il accueillera près de 1000 élèves et il sera bâti sur une superficie de 10 hectares. Le reportage d'Herman Divé. Voici en version projet le lycée d'excellence de Grand-Bassam, fruit de l'amitié ivoiro-chinoise. En s'investissant dans une telle initiative, le gouvernement de la République populaire de Chine marque son accord à appuyer les efforts du gouvernement ivoirien par la construction de plusieurs lycées d'excellence. Le lycée d'excellence de Grand-Bassam constitue l'opération pilote des lycées ultramodernes envisagés dans les grandes régions. L'ambassade de Chine veillera à ce que l'entreprise tienne le projet dans les délais engagés dans les travaux et s'assurera de la qualité de ces travaux. En vue de renforcer la capacité et la qualité du système de l'éducation ivoirien, la Chine a offert un don de 13,5 milliards de francs CFA et a sélectionné l'une des meilleures sociétés chinoises spécialisées dans les travaux publics pour la réalisation d'un lycée d'excellence en Côte d'Ivoire. La Chine est prête à travailler ensemble avec la partie ivoirienne, à approfondir la coopération sino-ivoirienne dans tous les domaines et à continuer d'accompagner la Côte d'Ivoire à atteindre son objectif de l'émergence à l'horizon 2020. La construction et l'équipement d'un lycée d'excellence dans la périphérie d'Abidjan, à Grand-Bassam, répond aux besoins de permettre aux enfants issus de familles modestes ou démunis de bénéficier d'un enseignement de qualité. Un objectif dont se félicite le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Depuis ces dernières années, la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine s'intensifie fortement et est marquée par des actes concrets et de haute portée pour le développement socio-économique de notre pays. La construction de cet établissement aura un impact positif direct en ce qui concerne l'augmentation de l'offre d'infrastructures scolaires afin de permettre à nos jeunes de recevoir une éducation de qualité dans un cadre agréable, je dirais même enchanteur, et avec le matériel adéquat. La première pierre de ce projet de construction, posée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Durée des travaux, 23 mois. L'établissement d'excellence pourra accueillir 1000 pensionnaires. Le lycée d'excellence de Grand-Bassam devrait être livré le 31 août 2019. L'actualité en Côte d'Ivoire est aussi dominée par la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA 2017. Une conférence à laquelle prend part le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a été reçu aujourd'hui par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. C'est par ailleurs entretenu avec la vice-présidente du MCC, Millennium Challenge Corporation. On fait le point avec Awa Touri. La principale vice-présidente adjointe du Millennium Challenge Corporation est à Abidjan pour promouvoir les prochaines étapes importantes dans la mise en œuvre du compact MCC de la Côte d'Ivoire. L'occasion aussi pour elle de présenter la nouvelle équipe du MCC en Côte d'Ivoire au vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un programme très important d'un montant de
525 millions de dollars. Donc, nous sommes très contents de revenir ici pour féliciter le gouvernement avec la signature de ce compact. L'autre objectif de cette mission est pour présenter notre équipe qui sera basée ici à Abidjan début janvier. Donc, on a M. Mahmoud Ba qui sera le directeur du pays, président, et aussi la directrice adjointe Laura Rudert qui sera basée ici à Abidjan. Et nous sommes fiers d'appuyer le pays vers leur vision de l'émergence. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui participe à la 19e conférence internationale sur le sida, a également été reçu par le vice-président de la République. Les points clés qui ressortent de notre discussion, c'est qu'il faut que l'Afrique produise son médicament. Il est indispensable que cette Afrique se prépare, qu'on puisse faire en sorte que nos populations aient accès aux médicaments. En dehors de cela, nous avons surtout discuté de l'accélération des programmes d'accès au traitement pour la sous-région, parce que nous n'avons qu'une personne sur 3 qui a accès au traitement. Nous avons que 80% des enfants n'ont pas accès au traitement dans cette région. Donc c'est pour nous un combat très important. Programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida, l'ONU-SIDA guide et mobilise la communauté internationale en vue de concrétiser sa vision. 0 nouvelle infection au VIH, 0 discrimination et 0 décès liés au VIH-Sida. La délégation américaine du MCC, Millennium Challenge Corporation, que vous avez vu dans le reportage, a signé ce mardi avec le ministère ivoirien de l'économie et des finances un accord de mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire. Cet accord intervient quelques semaines après la signature de dons de 315 milliards de francs CFA du MCC à la Côte d'Ivoire. C'était à Washington, aux États-Unis. Jean-Jacques Kwame. Cet accord complémentaire marque une étape importante du dispositif juridique dans la mise en œuvre du programme Compact Côte d'Ivoire qui consacre l'engagement du gouvernement ivoirien et du Millennium Challenge Corporation MCC sur les termes des financements octroyés à la Côte d'Ivoire. Le Compact a pour objectif d'aider la diversification de l'économie du pays en se concentrant sur 2 contraintes majeures à la croissance. Il s'agira pour cet accord de préciser les conditions de mise en œuvre des 2 projets compacts que sont les projets compétences pour employabilité des jeunes et la productivité d'entreprise et le projet Abidjan Transport. L'État de Côte d'Ivoire ne ménagera aucun effort pour faire respecter tous ces engagements pris en vue d'une mise en œuvre efficiente du programme Compact au bénéfice de nos populations dont le bien-être constitue la finalité de la politique du gouvernement. Après la signature de cet accord complémentaire, les prochaines étapes clés pour la mise en œuvre du programme Compact sont entre autres la ratification de l'accord de don du Compact Côte d'Ivoire, la signature de l'ordonnance de création du Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire et sa ratification. La délégation du MCC a annoncé de nouvelles opportunités d'approvisionnement et d'affaires en Côte d'Ivoire grâce à ce premier compact prévu pour une période de 5 ans. Rappelons que le programme Compact de la Côte d'Ivoire, signé en novembre dernier, d'un montant global de 315 milliards de francs CFA, a été conjointement développé par le MCC et le gouvernement ivoirien afin de faire face aux obstacles majeurs à la croissance en Côte d'Ivoire. Voilà, comme annoncé tantôt, la Côte d'Ivoire accueille depuis hier la plus grande conférence sur le sida et les IST en Afrique, ICASA 2017. Ce mardi, 2e jour des travaux, les premières dames d'Afrique ont tenu une réunion. Elles se sont penchées sur leur rôle dans la pérennisation de la riposte. Les premières dames s'engagent pour une génération sans sida en Afrique, comme nous l'explique Alexis Ouedraogo. Être plus fortes ensemble pour faire reculer le sida, c'est la vision des premières dames d'Afrique réunies ce mardi à Abidjan en marge de la conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles. Autre défi inscrit à leur agenda, éliminer la transmission mère-enfant du virus et améliorer l'accès au traitement antirétroviral sur le continent. Ces rencontres constituent l'occasion d'évaluer ensemble l'étendue des acquis de notre organisation
et de mesurer le chemin qui nous reste à parcourir. C'est également pour nous l'occasion de partager nos expériences respectives, de faire le bilan de nos actions et d'envisager les perspectives en réponse aux défis qu'il nous faut relever. 9 pays ont à ce jour reçu la certification de l'OMS pour avoir éradiqué la transmission mère-enfant du virus, mais parmi eux, aucun pays africain. L'occasion donc pour les premières dames de la Guyane et des Caraïbes de partager, elles, les clés du succès de l'éradication de cette voie de transmission. Plusieurs panels ont meublé la rencontre portant sur l'importance du leadership des premières dames. Les premières dames, c'est pour moi une force de transformation tout d'abord. Et je crois que c'est ce qu'il faut mettre en tête. Ce n'est pas un club de premières dames qui viennent ensemble, qui ont des opportunités de parler à leurs époux, mais c'est une force de transformation. C'est avec une capacité de plaidoyer, un lien avec les populations qui est extraordinaire. Sans cette mobilisation politique de très haut niveau, les efforts ne produiront pas les effets attendus. Nous ne sommes forts que si nous sommes ensemble. Nous n'obtiendrons de résultats que si nous y travaillons ensemble. Des propositions concrètes quant au nouveau cadre de la campagne L'Afrique unie contre le sida pédiatrique ont aussi été abordées. Comment les premières dames peuvent continuer ce rôle fondamental dans la lutte. En choisissant ce thème, vous pouvez peut-être rappeler à tout le monde la nécessité de voir la lutte contre le VIH et le sida comme une campagne d'urgence. Il ne s'agit pas de simplement maintenir un sujet dans la discussion, il faut remettre ce thème comme priorité nationale. Un communiqué final a sanctionné les travaux. Il engage les premières dames à plaider en faveur d'une meilleure édition des comptes dans la mise en œuvre des cadres de lutte contre le VIH. Exhortons le gouvernement africain à donner la priorité budgétaire adéquate aux programmes nationaux qui ciblent l'accès des adolescentes aux services de santé, qui rendent des ARV pédiatriques abordables et accessibles et qui facilitent le dépistage précoce du VIH chez le nourrisson. La rencontre a pris fin avec un déjeuner offert par la première dame Dominique Ouattara. Voilà, comme on le voit, la transmission du sida de la mère à l'enfant est une question qui préoccupe bon nombre de pays. Qu'est-ce qui est donc fait pour permettre aux enfants vivant avec la maladie d'avoir accès aux ARV antirétroviraux? Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire, notre pays? Voyons l'état des lieux et l'historique de cette prise en charge pédiatrique avec notre reporter Franck Quadio. Il a rencontré la présidente de la Société nationale de pédiatrie, professeur Timothée Marguerite. La question de la transmission mère-enfant du VIH-Sida remonte au milieu des années 80 en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas beaucoup de ressources. Ce sont ceux qui avaient les moyens de faire venir les ARV de France qui étaient traités. Et le traitement est difficilement supportable pour l'enfant à l'époque, un seul ARV. Qui était difficile et pour l'enfant et pour les parents. Parce qu'on devait prendre le médicament toutes les 8 heures. 50% d'enfants de moins de 5 ans ne survivent pas au traitement, mais en 1997, 10e CISMA à Abidjan, la conférence sonne l'ère de l'évolution. Les autorités politiques ont décidé d'ouvrir 8 centres de prise en charge en Côte d'Ivoire, dont un seul pédiatrique. Il y a l'association de 3 antirétroviraux. Il y a la prévention des infections opportunistes avec le cotrimoxazole. Et bien sûr, il y a la prise en charge nutritionnelle avec l'éducation des parents. Dans la même dynamique, le CHU de Yopougon, puis d'autres centres en 2004 et aujourd'hui, plus de 1000 PTME et 400 centres de prise en charge pédiatrique dédiés aux couples mère-enfant. Si la femme enceinte est bien prise en charge, bien traitée par les ARV, à la naissance, il y a de grandes chances que l'enfant ne soit pas contaminé. N'empêche, malgré les efforts, le diagnostic reste tardif, un problème qui plombe la lutte. On devrait faire le diagnostic de l'infection à VIH pédiatrique dès la première année.
mais dans les travaux de recherche et autres, dans les statistiques des CHU, la moyenne d'âge est autour de 5 ans. Et l'autre problème aussi, c'est qu'il y a une insuffisance d'enfants traités. En 2016, selon le Programme national de lutte contre le sida, 83% des femmes vivant avec la maladie ont reçu des ARV contre 32% d'enfants déclarés séropositifs. L'enjeu aujourd'hui est de mieux sensibiliser la structure familiale pour un meilleur accompagnement de l'enfant souffrant du VIH. Et pour en savoir davantage sur la lutte contre le VIH et les IST en Afrique, la rédaction vous propose après ce journal une émission spéciale en direct sur le thème SIDA et IST en Afrique, une approche différente et innovante. Quels sont les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour faire baisser le taux d'infection et de décès liés au VIH-SIDA? Retrouvez Lansine Fofana et ses invités à partir de 20h50 sur RTI1. Ce sera donc tout à l'heure. Avec toutes ces rencontres, on pourrait affirmer que la Côte d'Ivoire prend des galons dans l'organisation des cérémonies de taille internationale, Forum des marchés émergents, SARA 2017, Sommet international sur le sida et les IST qui se tient en ce moment. Les événements, comme vous le voyez, se succèdent et le pays affirme ainsi son repositionnement au plan international, une visibilité qui a des répercussions, comme nous l'explique Adama Koné. Derrière un grand événement peut se trouver un autre. Aussitôt le 5e sommet Union africaine-Union européenne terminé, que la capitale économique ivoirienne Abidjan se met aux couleurs de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST, ICASA 2017, 20 ans après. La Côte d'Ivoire ajoute ainsi une autre pièce au puzzle de son rayonnement international, une marque supplémentaire du positionnement du pays. Un positionnement qui se développe sur plusieurs axes. D'abord, sur les plans économiques, social, culturel et sportif, le pays démontre sa capacité à être au cœur des événements de dimension internationale. Quelques exemples entre autres. Après le retour de la Banque africaine de développement, BAD, à son siège d'Abidjan, la Côte d'Ivoire a abrité les assemblées annuelles de cette institution en 2015. Il s'en est suivi le Forum des marchés émergents en mars 2017 et tout récemment les 8e Jeux de la francophonie et le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, SARA 2017. Ensuite, le rayonnement du pays est perceptible sur le plan diplomatique. Dès sa prise de fonction, le président Alassane Ouattara a été porté à la tête de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au mois de juin dernier, la Côte d'Ivoire s'est grandement illustrée en signant son retour au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent pour la période 2018-2019. Aujourd'hui, le pays tient le pari en l'espace de quelques jours de l'organisation successive de 2 grandes cérémonies de dimension internationale. Au-delà de l'image que le pays projette depuis quelques jours au reste du monde, il est bon de savoir que ce sont près de 5000 personnes qui ont participé au 5e sommet UAUE. Pour les assises de la conférence internationale sur le sida et les IST, 7000 visiteurs sont annoncés. Véritable signe d'hospitalité, mais aussi preuve de la confiance de ces visiteurs aux capacités hôtelières, au système sécuritaire et sanitaire du pays. Que retenir pour la population? D'abord, la fierté de voir son pays être le centre de la coopération internationale, donnant l'opportunité de se frotter à d'autres peuples. Ensuite, les externalités liées à la réhabilitation des voies, le rétablissement de feux tricolores, l'embellissement des grands carrefours. Toutes choses qui sont synonymes de possibilités de travail pour les techniciens et autres ouvriers qualifiés. Enfin, il est notable de savoir que chaque voyageur injecte en moyenne 600 000 francs CFA dans l'économie pendant son séjour pour ramener des souvenirs vestimentaires, artisanaux et même alimentaires. Ainsi, ce sont 7,5 milliards de francs CFA que les commerçants, artisans, couturiers, vendeuses d'attiqués, supermarchés et maquis pourraient capter directement des participants des 2 dernières manifestations. Fin d'année heureuse en perspective. C'était un récit d'Adama Koné, rédacteur en chef de la rédaction des RTI1.
L'actualité, c'est aussi le retour au pays de près de 168 migrants ivoiriens en provenance de la Libye. Ces candidats à l'immigration en Europe via la Méditerranée, dont le voyage s'est arrêté en Libye, ont regagné Abidjan à l'issue d'une opération de rapatriement organisée par l'État ivoirien et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Ils ont été accueillis, vous allez le voir, par le ministre Ali Koulibaly. Le reportage de Gabriel Zani. Amaigris à force de mal se nourrir et malades du fait des conditions de détention forcées en Libye, ces migrants ivoiriens apparaissent épuisés. Leur rapatriement à Abidjan est facilité par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne. Ce programme va non seulement leur permettre de revenir, comme c'est le cas aujourd'hui et ce à quoi nous avons pu assister, mais ça va aussi leur permettre, leur donner une chance de se réintégrer socialement et économiquement dans leur pays. C'est une équipe conjointe du ministère de l'intégration africaine et de l'OIM pour faire un profil des migrants, voir les besoins les plus urgents. Effectivement, pécule en espèces, hébergement, nourriture, mais aussi appui psychologique. L'accompagnement psychologique, un facteur important dans la réhabilitation de ces jeunes touchés à vif par la souffrance. En tout cas, les mots me manquent. Dieu merci, il n'est pas mort, il est vivant. En tout cas, je suis contente. Très heureuse même. Car en Libye, l'aventure des jeunes tourne très vite au cauchemar. On était au bord de l'eau. C'était pour traverser pour aller en Italie. C'est comme ça que, un matin, des hommes armés sont venus nous prendre. Quand ils sont arrivés d'abord, nous ont tabassé, frappé, fouillé, prendre tout ce qui est comme l'argent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ce qu'on a subi là, non, c'est Dieu seul qui sait. Les 168 migrants arrivés vont être pris en charge par le gouvernement ivoirien, l'Union européenne et l'Organisation internationale pour les migrations. Mais des milliers d'Ivoiriens restent toujours pris au piège en Libye. Il y a entre 800 000 et 1 million de migrants en Libye aujourd'hui. Et donc nous avons une longueur d'avance puisque nous avons l'habitude de faire entrer nos compatriotes qui ont manifesté l'intention de regagner la Côte d'Ivoire. Pour ces raisons, une série de mesures d'urgence pour mettre un terme à l'esclavage de migrants en Libye a sanctionné le 5e sommet UAUE. Celle-ci concerne l'évacuation d'urgence des Africains désirant quitter la Libye, la mise sur pied d'une communication de sensibilisation pour dissuader les jeunes tentés par l'exode et d'une coopération pour démanteler les réseaux de passeurs. Mais le tout, selon Emmanuel Macron, le président français, est aussi de reconstituer un État en Libye. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Voici contre le crime organisé en Afrique de l'Ouest, à savoir le trafic de drogue, d'armes à feu, de médicaments frauduleux et d'êtres humains, s'est tenue une réunion ici à Abidjan. L'objectif est de faire, entre autres, le bilan des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme et discuter d'une meilleure appropriation du concept. Le reportage de Justine Seguiké dans nos prochaines éditions. Nous partons à présent pour la région de la Bagoué, où les populations se sont retrouvées dimanche dernier pour rendre hommage au président de la République pour ses actions de développement. Les populations avec les cadres se sont rassemblées à Bondiali pour cet hommage. Léon Pro. Malgré un soleil de plomb, la Bagoué aura réussi le rappel de ses fils et filles pour dire à l'unisson la reconnaissance et le soutien de la région au chef de l'État. Cet hommage en raison des nombreux investissements du président Alassane Ouattara pour l'essor de la Bagoué et l'épanouissement de ses populations. Santé, école, agriculture avec notamment la valorisation des prix des produits. Bref, le chef de l'État n'a occulté aucun domaine de la vie, indique unanimement jeunes, femmes, élus et cadres. Cerise sur le gâteau, valorisation des compétences et désenclavement de la région de la Bagoué. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions de dire à son Excellence M. Alassane Ouattara qu'il est une source certaine d'espérance pour nous, car il a fallu qu'il arrive à la tête de la Côte d'Ivoire pour que la pluie du développement commence à mouiller un peu le sol de notre région. Comme les ministres Bruno Koné, Kandia Kamara et Mariatou Koné pour témoigner du repositionnement et du rayonnement de la Côte d'Ivoire sous l'impulsion du président Alassane Ouattara, le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly.
à ce chapitre, le succès du 5e sommet Union africaine-Union européenne retient du public un standing ovation. Le chef du gouvernement de poursuivre justifie l'engagement du chef de l'État à élargir davantage les sentiers de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ce qui est en jeu aujourd'hui pour notre pays, pour les générations présentes et futures, c'est bien notre capacité à opérer un saut qualitatif dans notre marche résolue vers le progrès. Il s'agit de faire passer la Côte d'Ivoire du statut de pays en développement à celui de pays émergent. Ce qui passe nécessairement, et vous le savez, par la transformation structurelle de notre économie, notamment notre agriculture. Il s'agit également d'améliorer la qualité de notre système de formation pour faire en sorte que nos jeunes soient prêts pour pouvoir faire face aux emplois de demain. Il s'agit de mettre en place un système de santé performant. Au regard de ces défis, le Premier ministre exhorte à la cohésion, à la paix et à la mobilisation autour du chef de l'État comme manifesté à cette cérémonie d'hommage. Cérémonie qui a mobilisé aux côtés des Sénoufos, Malinké et allochtones du Grand Nord, les peuples d'autres régions dont les Baoulés du Grand Centre. Des réactions ont été recueillies après cette cérémonie d'hommage au président de la République. Nous écoutons. La population de Bouniali, après toutes les tergiversations qu'on a connues, retient son souffle pour fêter Alassane Ouattara. C'est un grand jour. N'est-ce pas une des filles de la Bagoué qui est désormais le secrétaire général du RDR? Dans toute la savane, la seule parlementaire est une femme de la Bagoué, autant de DG femmes. Il y a moi-même. Le président de la République et son premier ministre, le gouvernement, sont en train de désenclaver Bouniali. Ça, c'est suffisant parce que c'est un acte qui a des conséquences économiques énormes pour la Bagoué. 2011, taux de scolarisation dans la Bagoué, 35%. 2017, taux de scolarisation dans la Bagoué, 95%. Le taux d'électrification était pratiquement à 10%. Aujourd'hui, en tout cas, nous avoisinons les 40%. Sans compter les routes, ce qui est fait aussi en termes d'hydraulique, pour vraiment faciliter la vie. Nous comptons sur lui pour continuer à nous aider, à aider nos parents. Donc merci Alassane. Ici à Abidjan, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté ce mardi 7 projets de loi en séance plénière. Il s'agit entre autres de la loi d'orientation de la société de l'information et celle portant répression du faux Moyen-Âge. Également sur la table des députés, le projet de loi de finances rectificative portant budget de l'État pour la gestion 2017 qui a été également voté. On fait le point avec Michel Digri. Après les travaux en commission, 6 projets de loi adoptés à l'unanimité en séance plénière. Des lois qui devraient impacter le quotidien des Ivoiriens et permettre au pays de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux. À travers le vote de cette loi, vous verrez que désormais, on peut rester à Abidjan, si on est né à Kouibli, Fakobli, à Divo, et à travers Internet avoir son extrait de date de naissance. Désormais, toutes les marchandises et les produits qui vont être importés des États non membres de l'Union africaine vont être assujettis de taxes d'importation d'une valeur de 0,2% du coût de ces marchandises-là. Ces fonds vont être logés au niveau de l'Union africaine qui vont permettre naturellement à l'Union africaine d'appuyer ses politiques de développement et naturellement aussi appuyer la force des maintien de paix et de sécurité. La Côte d'Ivoire aujourd'hui dans le monde malheureusement est indexée parmi les pays où notamment le phénomène de faux monnayage se développe. Donc il était important que le gouvernement dans l'ensemble de l'UEMOA pour être en harmonie avec ce qui est fait dans les autres pays puisse également légiférer sur cette question qui en fait quelque sorte une plaie pour notre économie. La 7e loi, celle de finances rectificative portant budget 2017, n'a pas fait l'unanimité. Lorsque un texte va dans le sens des intérêts du pays, il faut le voter même si on est de l'opposition. Mais lorsque manifestement un texte ne va pas dans le sens des intérêts du pays, des intérêts des populations, c'est notre devoir de le dénoncer et d'inviter nos collègues à ne pas le voter. Bon, malheureusement, ils sont largement plus nombreux, ils ont voté, mais avec au moins 7 voix contre. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui qui auraient dû être dites en commission et cela aurait enrichi l'ensemble des députés. C'est dommage qu'on le dise en plénière.
Mais dans le principe, cette loi de finances a été adoptée. Ce jeudi, la Commission des affaires économiques et financières planchera sur le projet de loi portant règlement du budget 2016. Ce mardi 5 décembre, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a lancé officiellement les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Thème de cette campagne nationale, mariage des enfants, agissons maintenant pour y mettre fin. Plusieurs activités sont prévues. Elle vise à dénoncer ce fléau. La ministre Maria Tokone en appelle donc à l'implication de tous pour une lutte efficace. C'est la fin de ce journal, mais ne décrochez pas. La rédaction vous propose tout à l'heure une émission spéciale en direct sur le thème SIDA et IST en Afrique, une approche différente et innovante. Quels sont les défis à relever par la Côte d'Ivoire pour faire baisser le taux d'infection et de décès liés au VIH-SIDA? Retrouvez Lansine Fofana et ses invités à partir de 20h50 sur RTI1. Très belle soirée sur nos antennes.